Bonjour Stéphanie. Alain, tu es professionnel de la coiffure. Tu Tout à fait. exerces au sein du salon Robin et Gauthier à Saint-Joseph. Nous avons Mélanie. Mélanie qui a 27 ans. Mélanie se pose des questions sur les modes d'application des extensions. Donc, on sait à peu près qu'il existe différents modes. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur le sujet ? Alors oui, bonjour Mélanie. Il existe plusieurs modes, plusieurs types d'extensions. Les extensions à clips, celles qu'on va garder un soir ou un week-end. D'accord. Les extensions à froid qui vont durer un peu plus longtemps et après les extensions à chaud. Les clips, est-ce qu'il faut le faire sur un brushing, un cheveu mouillé, un cheveu sec ? Comment ça se passe ? Ça se pose, il existe tout type d'extensions, bouclées, lisses, mais ça se pose toujours sur un cheveu propre et lissé. Si une personne a les cheveux bouclés, qu'elle veut se faire poser des extensions lisses, il faudra qu'on passe par un lissage en salon pour que ses cheveux à elle soient exactement comme les extensions. Par contre, on peut poser des extensions bouclées, des extensions le plus lisses possible, des extensions ondulées, voire même maintenant des extensions afro. Durant ton diagnostic, imagine une jeune femme qui perd ses cheveux. Si on a une chute importante des cheveux naturels, on va éviter de poser les extensions parce qu'elles tomberont plus vite. Très bien. Alors, dans ces cas-là, donc tu traites effectivement le cheveu, donc tu lui proposes un traitement anti-chute. Exactement. Pour ensuite avoir un meilleur résultat sur les extensions. Exactement. Ça fait partie de ce suivi qu'on propose avant, du coup, la pose d'extension. C'est nous, coiffeurs, qui décidons si oui ou non c'est possible de faire. Si c'est possible, on passe commande, on reçoit en 3 jours ouvrables. À 3 jours, c'est ça. Ça vient d'Autriche. D'accord. Et si c'est pas possible, dans ce cas, on va proposer à la personne un suivi, un programme d'1 an, où elle va venir mensuellement ou tous les 2 mois en salon, et on va lui faire les techniques avec les produits avec lesquels on travaille et qu'on connaît, et les soins appropriés. Et ces extensions, elle peut les garder combien de temps ? Entre 4 et 8 mois. Bonjour Alexandra. Bonjour Mélanie. Alexandra, tu es la créatrice de Carton Sans Pays. Oui. C'est une gamme de produits recyclés. Oui. Ensemble, on va répondre à la question de Laurence. Elle a 56 ans et elle vient d'acquérir un bel appartement avec une belle terrasse, mais elle ne sait pas trop comment meubler tout ça. Elle trouve que c'est un petit peu cher. Et puis, elle a des tendances un peu à vouloir faire un geste pour la planète, à rester écologique. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller ? Alors, on pourrait lui conseiller, par exemple, de récupérer des grands cartons, des beaux cartons, et d'en faire des meubles. Des meubles en carton ? Des meubles en carton. Ça se casse pas ? C'est super solide un meuble en carton. Il suffit juste d'avoir une belle technique. Alors, c'est quoi la technique ? Alors la technique, c'est une bonne technique de découpage en fait. Un bateau, la structure d'un bateau, je ne sais pas si vous voyez comment c'est à l'intérieur, donc c'est croisé. Des croisillons comme ça, Voilà, et un meuble en carton à l'intérieur c'est pareil. Il faut déjà faire un gabarit, d'accord, et après à l'intérieur mettre des croisillons. Et après remettre le deuxième gabarit et les contours. Et là, tu as ton meuble en carton. Sincèrement, c'est compliqué ou c'est facile d'accès pour quelqu'un de pas très bricoleur ? Pour quelqu'un de pas très bricoleur, c'est très facile d'accès. Il suffit juste de suivre un petit peu sur Internet. Il y a plein d'explications. C'est très facile. Il faut juste être un petit peu minutieux au niveau des cotations. C'est tout. Donc en fait, c'est du découpage ? C'est du découpage. Et de l'assemblage ? De l'assemblage et du collage. C'est tout. Et du collage ? Et du collage. Et après, une fois qu'on a sa structure, comment on fait pour que ça en devienne un meuble solide ? Alors, une fois qu'il est collé, qu'il est tout structuré, on va le peindre, par exemple, avec une peinture biologique. Oui, tant qu'à faire, puisque c'est un souci... Voilà, on peut mettre des pigments naturels également, si on souhaite. Et après, on va le vernir avec un vernis sans solvant, qui va le durcir. Et qui va le protéger de l'eau. Génial. Donc, vous allez pouvoir... récupérer des cartons, on peut aller, je sais pas moi, dans des magasins, demander des vieux cartons. Dans les magasins, alors par exemple, les magasins de consommation, de meubles, par exemple. Derrière, il y a la benne avec tous les cartons, donc on demande au gentil monsieur de nous laisser passer. Oh le comble. On n'achètera pas chez vous, on vient juste vous piquer les cartons, on va faire le meuble. Une petite astuce, si on veut faire des tiroirs, un meuble à tiroir, on peut éventuellement aller au rayon du vin et attendre qu'ils décaissent en fait, et on récupère les belles caisses en bois de vin pour faire des tiroirs.
Les caisses en bois pour le vin. Et oui, et on reste écologique. On reste bois, écologique, du carton, voilà, tout à fait. du vernis sans solvant. Sans solvant. Et de la peinture biologique. Biologique, écologique. Voilà. Bonjour Raïssa. Bonjour Mélanie. Alors Raïssa, tu es blogueuse depuis plus de 3 ans. Tu as un blog qui s'appelle Be Happy, qui est assez connu à La Réunion maintenant. Donc oui, depuis 3 ans, effectivement, la communauté s'agrandit de jour en jour et à l'heure actuelle, j'ai une communauté de 2000 followers à peu près sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que des followers? Justement, c'est ce qu'on va voir ensemble parce que j'ai une question de Nathalie. Nathalie, elle a 16 ans et eh bien, elle a plein d'idées. Elle aimerait bien faire un blog, mais elle sait pas vraiment comment s'y prendre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un blog déjà, pour commencer? Alors, un blog, pour faire très simple, on va dire que c'est un carnet de bord personnel qu'on va tenir sur la toile et on va installer une communauté et au fur et à mesure agrandir notre lectorat. Et pour s'y prendre, il y a plusieurs façons. Donc, soit tout simplement, on va dans un moteur de recherche, on tape comment créer son blog et on va avoir plusieurs plateformes qui sont gratuites et qui sont à disposition de n'importe qui pour pouvoir créer un blog de A à Z avec justement des outils très très faciles. Quelle est la différence entre un site internet et un blog? Alors un site internet, on va dire que c'est plutôt généraliste, on le fait pour une marque, pour une entreprise, quand on a une culture d'entreprise. Un blog, je pense que c'est beaucoup plus personnel, on peut parler de ses opinions, mettre en avant ses idées, ses pensées, chose qu'on ne peut pas forcément faire sur un site internet puisqu'il faut modérer ses propos par rapport à plein de choses. D'accord, on est plus cadré, c'est plus libre finalement, libre d'expression un blog. Tout à fait. On va sur internet finalement et on tape comment créer un blog, on tombe sur des comment ça s'appelle en fait, c'est des sites qui regroupent des blogs, plein de blogs. Exactement. Alors si vous êtes néophyte, effectivement, vous allez partir vers des structures qui vont vous permettre de créer le blog gratuitement et facilement sans avoir de compétences particulières dans le domaine informatique. Donc on n'a pas besoin d'être un geek, de s'y connaître sur internet, l'informatique. Vous allez avoir au fur et à mesure des carnets de tutoriels qui vont vous permettre de créer votre blog de A à Z très facilement. Ensuite, après plusieurs années, quand on a envie de personnaliser au maximum son site pour que ça soit beaucoup plus à notre image, là on passe sur la formule avec un hébergeur, comme tu l'as précisé. Donc là c'est un petit peu plus technique, mais pareil, vous allez sur un grand hébergeur qui est très connu sur les réseaux sociaux que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure et par cet outil vous allez pouvoir passer à un stade supérieur. Bonjour Chacha. Bonjour Stéphanie. Chacha, tu es un professionnel du piercing. Tu exerces chez Tabou Tattoo au Port. Nous avons Béatrice qui a 24 ans, qui voudrait se faire percer. Et en fait, elle pose la question, est-ce qu'elle peut se faire percer partout sur le corps? Alors, si elle n'est pas enceinte et si elle n'allait pas, elle peut se faire percer à peu près partout. Le visage, le corps, les mains peut-être pas, suivant le travail qu'elle fait. Après, oui, on peut faire partout. Alors, tu parles des mains, donc il y a des métiers... Il y a des métiers où si on est en contact avec la saleté tous les jours, ça sera impossible à guérir. Ah, c'est ça. Donc pour des piercings de la main, qui est quand même extrêmement rare, il faut savoir que pendant 1 mois, il faut être en contact de rien du tout. Il faut rien toucher du tout, il faut être le plus propre possible, qui est une chose assez difficile. Donc ça, c'est des endroits qui sont assez particuliers quand même. Très bien. Est-ce qu'il y a des sensations de rejet? Est-ce que ça peut arriver que... Alors ça peut arriver très souvent si la personne ne fait pas ses soins correctement. On revient toujours à la même chose. Ce qui arrive quand même assez souvent. Et ça c'est le cas extrême où un bijou, à bout d'un moment, il faut le retirer parce que la peau ne le supporte plus. D'accord, donc petit à petit, en fait, elle va rejeter le bijou, c'est ça? Le bijou va disparaître, il va sortir, il va être éjecté de la peau. D'accord. Et c'est pas la peine d'attendre des 1 mm ou 2 mm de peau, au bout d'un moment, il faut l'enlever. Dans ces cas-là... Ça, c'est un piercing raté. D'accord. Elle Voilà. revient te voir dans ces cas-là? Ça se passe comment? Oui, elle vient me voir quand il reste 1 mm de peau pour me demander qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Oui, c'est ça. Donc, en fait, j'allais dire, n'attendez pas la fin. Non. Dès le départ, quand vous voyez qu'il y a peut-être une infection, une boursouflure, comment ça se passe? Ça devient rouge sur les extrémités et le soin ne se termine jamais. On est toujours obligé de faire des soins. Si un soin est bien fait au bout de 15 jours, on voit tout de suite que c'est propre.
Si au bout de 15 jours, on voit que c'est rouge et boursouflé, là, il y a forcément quelque chose qui s'est passé et on voit tout de suite que les soins n'ont pas été appliqués. Très bien. Et ça, c'est un risque, c'est le risque obligatoire, ça s'enchaîne jusqu'au rejet. Merci Chacha pour ces indications. Merci Stéphanie. Donc les filles, vous avez un large choix de piercing, là où vous voulez. Pensez à bien réfléchir avant et surtout à bien faire vos soins pour éviter les petites mésaventures qui puissent arriver après. Maintenant, tu es coach beauté à la Villa des Filles. Nous avons Shanaz aujourd'hui qui a 35 ans. Bonjour Shanaz. Qui en fait a un problème, un dilemme. Elle vient d'avoir un petit bébé, ce qui n'est pas du tout un problème. En revanche, elle est fatiguée et elle hésite entre l'achat d'un fond de teint ou d'un embellisseur de teint. Ou les deux. Ce sont deux produits différents. Le fond de teint va avoir beaucoup plus de pigments, beaucoup plus riche en pigments. Donc il va apporter beaucoup plus de couvrance. Ah d'accord. Il va permettre de cacher les cernes, les taches, les cicatrices. Voilà, vraiment couvrir le teint. En revanche, un embellisseur de teint, lui, apportera beaucoup plus d'éclat au visage. Il va en aucun cas couvrir et cacher ce qu'il faut cacher. Ça va être vraiment plus pour donner de la lumière En effet, au d'accord. niveau du visage. Donc pour Shanaz qui vient d'avoir un enfant, je pense déjà qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper d'elle. J'imagine bien. Donc lorsqu'elle a le temps d'appliquer son fond de teint, à la fin du fond de teint, elle appliquera une touche d'embellisseur de teint pour apporter de la lumière à ce qu'elle vient de faire. Par touche, c'est ça? Elle l'applique au doigt. D'accord. Voilà, au doigt ou au pinceau. Sur son fond de au teint. choix. Par-dessus le fond de teint, tout Très à bien. fait, pour apporter la lumière. Parce que si elle le met par-dessus, elle remet le fond de teint par-dessus, il n'y a plus de Elle lumière. va perdre des Voilà. bénéfices. Donc au niveau de la poudre, la même chose. Lorsqu'elle a du temps, elle va pouvoir faire son maquillage habituel, c'est-à-dire mettre son fond de teint, mettre sa poudre libre ou compacte, procéder au maquillage des yeux, des lèvres, le blush Très et bien. tout ce qui s'ensuit. Après, une fois qu'elle a fait son teint, elle peut appliquer 2 gouttes d'embellisseur de teint au doigt ou au pinceau, comme elle préfère, pour apporter de la lumière à son maquillage. Voilà. Donc ça va être vraiment 2 produits qui peuvent se compléter, mais qui sont quand même à la base différents. Donc de la couvrance, fond de teint, de la lumière, embellisseur de teint. Shanaz a des marques de cicatrices ou des taches pigmentaires qui sont très apparentes. Elle aura du mal à le cacher avec juste... Elle ne pourra pas le cacher avec un embellisseur de teint. Il faut Voilà. absolument qu'elle mette un fond de teint. Ça, Avant. malheureusement, oui. Il va falloir. Vraiment, lumière, Pourquoi embellisseur malheureusement de teint. Bah parce que il est plus facile d'appliquer un embellisseur de teint qu'un fond de teint. Il faut toujours faire attention à l'ovale, c'est ça? Pour Oui. bien dégrader. Oui, après, l'embellisseur de teint apporte beaucoup de la lumière. Il n'est pas couvrant, donc si on le met que là et pas ici, ça ne se remarquera pas forcément. D'accord. On n'a pas besoin de forcément avoir la lumière au niveau du cou. Mais oui, appliquer partout, c'est quand même mieux.